Salut Axel. Salut Laurent. Aujourd'hui, j'aurais été intéressé que tu nous parles de l'handicap et de la frontière de l'intime. Oui, alors je sais que tu t'intéresses à ça avec moi parce que aussi j'ai un handicap qui est un handicap visuel. Alors, ceux qui me voient pour la première fois ne le savent peut-être pas, mais je ne vous vois pas, je ne vois pas l'écran, hein. Donc un mot bref là-dessus, hein, c'est un handicap visuel génétique. C'est une dégénérescence de la rétine qui s'appelle une rétinopathie pigmentaire. Euh, alors on a déjà évoqué ce thème-là un peu, Laurent. Handicap, c'est très large. Alors Moi, je peut-être connais. que je pourrais te préciser là, d'où Oui, ça vient cette thématique. oui, Finalement, en travaillant ensemble et puis en accompagnant d'autres personnes handicapées, j'ai été finalement un peu étonné que pour évoluer, pour faire des choses, tout bêtement, il faille finalement ouvrir son intime. C'est-à-dire que je me suis dit, la personne qui vit un handicap est obligée de livrer, d'ouvrir son intime pour pouvoir avancer ou faire des choses, très concrètement. mm, Et mm, comment elle peut gérer ça? Comment elle vit ça? J'étais curieux de ces aspects. mm. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un handicap, hein, je suis désolé, mais on est presque obligé de commencer par ça, hein, parce que c'est pas si évident que ça, hein. Il y a des handicaps qui sont très visibles et d'autres qui sont quasiment invisibles, hein. Quelqu'un comme moi qui a une canne blanche, c'est très visible. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, c'est très visible. Quelqu'un qui a un handicap à cause d'un problème cardiaque, est-ce que c'est visible? Quelqu'un qui a un handicap parce qu'il a un problème à un rein, qu'il est dans la rue, est-ce que ça se voit? Non plus. Quelqu'un qui a un léger handicap mental, ça ne se voit pas forcément. D'ailleurs, il y a des gens qui ont de gros handicaps mentaux et qui ont parfois des postes importants. Est-ce que ça se voit? Pas forcément. Donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'un handicap et qu'est-ce qu'un handicap visible. À mon avis, il y a plein de gens qui cachent leur handicap et qui peuvent le cacher, en plus. Voilà. Mais prenons le cas, et c'est pour ça que je tiens à dire déjà ça d'emblée, je peux parler de mon handicap et de l'intime. Mon handicap était progressif, donc au début il a été invisible, c'est le cas de le dire, on est dans le domaine du visuel, invisible aux autres, et puis un peu perceptible par les autres, et ensuite totalement visible par les autres. Aujourd'hui, avec une canne blanche, c'est tout à fait visible. Donc, ouvrir son intime parfois c'est un choix, parfois ce n'est pas un choix. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant est obligé de partager quelque chose de son handicap. Ensuite, effectivement, la question se pose de pourquoi je vais ouvrir cet espace intime et jusqu'où je vais l'ouvrir et avec qui. Effectivement, pourquoi faire? Alors, je prends que mon exemple parce que c'est le seul que je connaisse très bien. En ce qui me concerne, montrer mon handicap visuel, c'est un partage de l'intime dans le sens où c'est le partage d'une fragilité. C'est montrer une fragilité. C'est important parce que la plupart d'entre nous n'aiment pas montrer leur fragilité. Et la plupart d'entre nous ont fait beaucoup d'efforts pour cacher la moindre fragilité. D'ailleurs, dans la méthode que certains connaissent ou qui ça peut intéresser, qui s'appelle la méthode du regard intérieur, le système de la famille intérieure, il y a ce qu'on appelle des systèmes de protection, des protecteurs qui vont tout faire pour ne pas montrer aux autres la moindre fragilité, donc la moindre intimité.
Donc effectivement, ouvrir son intimité avec un handicap, disons que ça peut faciliter les choses. Parce qu'il y a certains handicaps qui sont reconnus et acceptés. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins reconnus. Le handicap visuel est un handicap, par exemple, qui est relativement accepté, voire toléré en population française. Par contre, un handicap mental va être beaucoup moins toléré. Un handicap avec un fauteuil roulant peut créer une gêne. Donc, c'est vraiment un chemin complexe que d'ouvrir son intimité. Alors, de mon point de vue, c'est une bonne route de le faire, évidemment, si on veut acquérir une certaine force relationnelle. De mon point de vue, plus on ouvre son intimité dans le domaine du handicap, c'est-à-dire plus on l'assume, plus on peut en parler, plus on peut montrer les limites que ça implique, plus on peut demander de l'aide, et à mon avis, plus on est centré, et donc plus on est en réalité, en fait, fort dans sa posture. Je pense à quelqu'un comme Jolien, ce philosophe qui parle sur YouTube et qui assume complètement son handicap. Je ne sais plus quelle sorte de handicap c'est, mais c'est un handicap terrible qui crispe les muscles, qui fait que la personne va parler d'une manière étrange, comme si elle avait un handicap mental, alors que ce n'est absolument pas le cas. Je crois que c'est Alexandre Jolien, son prénom. Voilà. Mhm. Voilà quelqu'un qui, de mon point de vue, assume magnifiquement son handicap, ouvre son intimité là-dessus, et ça donne des choses superbes. Ça le rend complètement, de mon point de vue, aimable, attractif. Donc voilà un premier jet. Comment tu as envie de réagir à ça, Laurent? Écoute, je crois qu'il y avait effectivement ce premier moment qui est de dévoiler son handicap, le regard de l'autre, l'acceptation de l'autre, l'accueil de l'autre, ce qui est assez fondamental finalement dans nos vies humaines. Et puis après, il y a aussi peut-être une autre dimension plus pragmatique sur celui qui est en fauteuil roulant, à un moment donné, pour se laver, pour avancer, pour aller manger, pour faire ses courses. Oui. Voilà, le non-voyant, il a besoin aussi, avec un ordinateur, c'est pas forcément toujours très simple. Il est obligé de dévoiler son mot de passe, son code carte bleue, etc. Autour de lui. Et ça, c'est une autre frontière aussi de l'intime, de la sécurité. Oui, oui, oui. Et, bon, comment est-ce que toi, tu vis ça finalement? Ben, c'est un bon exemple. Moi, je suis donc psychothérapeute. Quand quelqu'un me paye en fin de séance, je ne vois pas ce qu'il a écrit sur son chèque, par exemple. Je n'identifie pas clairement, s'il me donne un billet de banque ou deux, ce que c'est exactement. Bon, notamment quand c'est un premier rendez-vous, s'il me dit qu'il va me régler par Internet pour vérifier le règlement, le virement bancaire, c'est compliqué. Bon. Donc, ça implique une forme de lâcher-prise, de mon point de vue. Hein. Et à la fois une part de contrôle quand même, il ne s'agit pas non plus d'être complètement absent du réel. Ça vaut le coup de temps en temps de vérifier. Moi, je vérifie de temps en temps. Je demande à ma compagne de vérifier ou moi-même, j'emploie des moyens techniques pour vérifier de temps en temps. Mais la plupart du temps, ça demande un abandon, une confiance dans l'autre et une acceptation de la perte, si jamais ce n'est pas le cas. Voilà. Ça demande quelque chose comme ça.
hein, une acceptation du fait que la perte de contrôle, parce que le handicap, tu vois, Laurent, pour moi, c'est lié à une perte de contrôle sur un espace psychique ou un espace physique. Voilà. Et ça met le pied à l'étrier sur la perte de contrôle incontournable que de toute façon, on sera tous amenés à mettre en œuvre au fil des décennies qui passent. Tôt ou tard, on perd le contrôle sur ceci, le contrôle sur cela, le contrôle sur une relation, et heureusement. Voilà, le contrôle sur notre corps parfois, et puis le contrôle sur la durée de notre vie, sur les séparations, sur les rencontres. Et pour moi, c'est un lien très direct avec l'acceptation de la perte de contrôle et la relaxation avec ça. Je pense qu'à l'intérieur de nous, il y a des parties pour qui le job, c'est vraiment de contrôler. Contrôler l'extérieur, contrôler l'intérieur. Et quand ces parties s'aperçoivent qu'il y a une zone pour laquelle elles perdent le contrôle, elles peuvent paniquer et faire tout pour retrouver le contrôle ou cacher la perte de contrôle. Et ces parties internes ont besoin d'être relaxées, on a besoin de se détacher de ces parties, de les voir comme n'étant pas nous-mêmes, ces parties qui contrôlent, et quelque part de leur apprendre la philosophie de la vie, à savoir que de toute façon, nous sommes tous condamnés à perdre le contrôle, tôt ou tard, sur ceci ou sur cela. Ce qui me vient là, Axel, c'est en face du contrôle, il y a quand même la sécurité. Ouais, Et comment allier peut-être perte de contrôle tout en gardant un peu de sécurité. Je me disais, surtout dans ton parcours, que tu as peut-être développé des intuitions, des feelings dans les situations, les personnes qui peuvent peut-être sur un autre moyen, alors peut-être pas contrôler, mais apporter de la sécurité, où il y a peut-être d'autres stratégies que tu as mis en place. alors c'est vrai qu'il n'est pas question non plus de se suicider en traversant la route n'importe quand. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de respect du vivant, j'appellerais plutôt ça, qui est à mettre en place. Quelque part, l'univers m'a offert la vie, donc je me dois de respecter ce que l'univers m'a offert. Donc je mets en place une forme de respect de la vie, en mangeant correctement, en faisant attention quand je traverse une route, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des espaces de sécurité qui sont pour moi des espaces de respect de soi-même, de la vie. Euh, J'appellerais plus ça comme ça que contrôle. Euh, et, et c'est vrai qu'il s'agit de... Je pense, tu vois, Laurent, que dès qu'il y a trop d'efforts à faire, ça peut être un indice qu'on est en train de glisser du respect au contrôle. Euh, Si par exemple des gens me payent et je ne sais pas ce qu'ils me donnent, je vais de temps en temps vérifier ce qu'ils me donnent. Ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. Ou bien je vais faire attention uniquement avec les nouveaux clients, que je ne les connais pas, pour vérifier. Puis après, quand je les connais, je vérifie moins. Ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. Mais si je me mets à avoir beaucoup d'efforts, et tous les jours vérifier, que ça me prend 1 heure par jour, là, on pourra se demander si je recherche la sécurité ou si je recherche le contrôle, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà un peu comment ça me vient de réagir à cet aspect. Hmm. Voilà. Est-ce que je recherche le respect? Est-ce que je mets en place du respect ou est-ce que je recherche le contrôle? Hmm. Et,
L'intime, ouvrir l'intime est toujours quelque chose de risqué pour chacun d'entre nous. Et donc, il ne s'agit pas de l'ouvrir avec n'importe qui, n'importe quand non plus. Ça, je pense que pour moi, ça fait partie du respect. Respect de soi et respect de l'autre d'ailleurs, hein. Il y a des gens que je vois en psychothérapie qui ont un problème avec ça, qui vont s'ouvrir, ouvrir leur intime, pas à la bonne personne, pas de la bonne manière. Ce sont des gens qui ne savent pas gérer la frontière. Ils vont encombrer les autres avec leur intime et oublier et perdre de vue leur propre respect. A contrario, on va trouver des gens qui vont enfermer leur intime, exiler, comme disent certains, leur intime dans des zones très profondes, à tel point que les ressources de cet intime seront complètement inaccessibles dans la relation. Donc là, c'est l'extrême inverse. Là aussi, il y a un manque de respect, évidemment, en enfermant à double tour des parties de soi. Donc le manque de respect peut être lié à une ouverture excessive, inappropriée, ou à une fermeture excessive, inappropriée en fait. J'avais envie en t'écoutant, de rajouter une autre dimension peut-être. Alors peut-être que c'est un autre Mmh. versant de la montagne. C'est la notion d'autonomie. C'est-à-dire que peut-être qu'à vouloir être trop autonome, on n'ouvre plus son intime. Peut-être qu'à ouvrir trop son intime, on devient plus autonome, etc. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que, tu vois, je suis assez débrouillard. Donc quand dans les groupes, je ne demande pas d'aide, heu, les gens autour de moi finissent par oublier que je ne vois pas. Et oublie cette part de mon intime qui est fragile. Et ça arrange parfois une partie de mes zones protectrices parce que ça me permet de m'identifier aux autres qui sont normaux, ce qui est tellement agréable parfois, de croire que les autres sont normaux et de s'identifier à cet imaginaire de normalité qui en fait n'existe pas parce que les gens autour de moi, chacun leur fragilité, est cachée, qu'eux-mêmes ne montrent pas toujours, loin de là. Donc c'est vrai que demander de l'aide, c'est accepter de montrer cet intime fragile. Effectivement, demander trop d'aide, c'est encombrer l'autre avec son intime. Donc il y a une espèce de moyen terme qui t'a trouvé, avec une intuition de l'autre et de soi-même au moment présent, et qui est délicate hein, parfois. Ah oui. Mmh. Et j'imagine, Axel, que toi, toutes ces frontières entre autonomie, intime, contrôle, sécurité, tout ça doit être assez fluctuant finalement en fonction des personnes, des événements, de ton Mmh. humeur, ta météo, Mmh, mmh, etc., mmh. quoi. Oui. Est-ce que, Mmh mh. Tout est-ce que là aussi, il n'y a pas une forme de lâcher prise avec sa météo intérieure et les événements extérieurs, ou est-ce qu'on peut remettre du contrôle, par exemple? Tout ça est très fractal. ce qui est sûr, c'est que c'est variable selon les moments. Ouais. Ça, c'est sûr, hein. Heu, Tu vois, il y a les autres et puis il y a tout simplement l'univers. Parfois, ça peut m'arriver, comment dire? C'est assez interne cette affaire-là. C'est même pas avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a les autres, mais il y a aussi moi. Je peux ne pas m'offrir à moi-même cet intime, parfois, et laisser la parole aux parties qui contrôlent, cette intimité. Et quand je fais ça, je peux me heurter à un mur chez moi, dans ma maison, et me faire mal. Parce que je n'offre pas à l'univers environnant le réel de ma, du handicap, hein. C'est-à-dire que sans qu'il y ait personne, sans qu'il y ait personne, je peux m'identifier à quelqu'un qui voit bien et donc peut revenir cette espèce d'illusion de normalité. Et quand elle revient, je perds le contact avec l'intime
et par contre, je retrouve le contact avec le mur. Donc, c'est vraiment un truc extrêmement interne, au-delà même de la relation. C'est vraiment une espèce de travail d'authenticité de soi à soi. Et quand cette authenticité n'est pas là, elle ne nous rate pas quand on a un handicap. Qu'il soit visuel, qu'il soit cardiaque, qu'il soit avec un fauteuil, avec n'importe quoi. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre. Le réel se charge de nous rattraper. Ouais, c'est ça. Un atterrissage au réel qui revient très fort. Très fort. Et à t'écouter, en fait, je me disais que, est-ce que finalement, quand il y a un handicap, c'est comme si ça forçait une forme de cheminement intérieur, qu'il n'y avait pas tellement le choix finalement, même si on a toujours le choix. Mais... Pour moi, ça force un cheminement intérieur, quel que soit ce cheminement. Ça peut être un cheminement positif si on s'ouvre à l'intime, vis-à-vis de soi-même. Ça peut être un cheminement négatif si les zones de protection se rigidifient et enferment ça, hein, parce que qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui se suicide souvent? Quelqu'un qui se suicide, souvent, c'est quelqu'un qui n'a pas pu ouvrir son, ou n'a pas voulu, ou n'a pas pu ouvrir son intime à quelqu'un de très proche, au point de se sentir écouté, voire même qui n'a pas ouvert son intime à lui-même, à son cœur respirant interne, hein, et qui a finalement fait le choix, avec des gros guillemets, hein, j'insiste sur les gros guillemets, fait le choix d'enfermer définitivement cet intime dans un acte irrémédiable. Donc, je pense que les deux voies obligatoires sont celles-là, à mon avis, ou une rigidification du système, ou faire participer cet intime à la croissance possible. C'est ça, c'est comme si la vie avait apporté finalement une grande perturbation et donc bah, il n'y a pas le choix, quoi. C'est à droite ou à gauche, mais que l'équilibre est Ça. forcément, il y a quelque chose à faire là. Ah, voilà, c'est ça. De toute façon, il y a quelque chose à faire. Et je crois qu'heureusement, on peut passer d'un espace rigidifiant à un espace plus fluidifié, au gré d'une rencontre avec quelqu'un, un ami, un amant, un psychothérapeute ou un mur peut-être. Hmm. Parfois, les murs sont des bons psychothérapeutes, hein. Oui, se manger le réel. Oui, se manger le réel, parfois c'est un bon psychothérapeute, hein. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il arrive régulièrement que quelqu'un qui vive un traumatisme change sa vie après son traumatisme. Pas à cause du handicap qui a été créé, mais à cause qu'il a été secoué par quelque chose qu'il n'a pas voulu regarder à l'intérieur ou à l'extérieur. Écoute, Moi, je dirais en conclusion on pourrait en parler, en reparler, parce que c'est un thème qui est infini. Mais déjà, là-dessus, ceux qui veulent réfléchir par eux-mêmes pourront y réfléchir, hein, avec ces quelques mots. oui, c'est déjà une première approche. Oui, oui, oui. Merci Axel. Merci Laurent.